Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Nous vous accueillons aujourd'hui pour une nouvelle webconférence des rendez-vous du pacte que nous mettons en place à la demande de la région Bretagne et dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences. Aujourd'hui, nous allons parler du cerveau, des neurosciences. Notre conférence s'intitule « Y a-t-il un pilote? Le cerveau aux manettes des apprentissages ». Je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne et je vais animer cette conférence avec ma collègue Tiffaine Giglet-Tenay. Bonjour Tiffaine. Bonjour à tous. Alors, lors de notre précédente webconférence des rendez-vous du pacte, nous avions abordé le sujet de l'engagement des publics avec Agnès Hédet. Et on avait réfléchi ensemble donc, aux mécanismes et aux facteurs de l'engagement des publics aujourd'hui dans nos sociétés. On se posait les questions du type pourquoi et à quelles conditions les publics s'engagent-ils? Et puis bien sûr, en tant qu'acteur de la formation, comment mettre en place les conditions de l'engagement de ces publics? Aujourd'hui, on va poursuivre cette réflexion autour de l'engagement sous un angle très différent et complémentaire, celui des sciences cognitives. En effet, un enjeu majeur de la formation est d'aider les publics à se former et à être présents en formation, en capacité de suivre les formations, donc être attentif, être concentré, comprendre les contenus, réaliser les différentes activités proposées, mémoriser, bref, de nombreuses activités qui vont solliciter le cerveau. Il s'agit donc aujourd'hui de se poser des questions sur le fonctionnement du cerveau humain et sur la manière dont on peut améliorer la pédagogie et les apprentissages, toujours au service des publics, pour leur permettre de bien suivre les formations et d'en tirer le meilleur parti. Donc le sujet est vaste et puis nous avons 1h30. Donc, nous avons choisi d'aborder ce thème à travers deux questions principales. La première question, c'est comment capter et maintenir l'attention des apprenants. Et puis la deuxième question, ça va être comment favoriser les apprentissages, notamment en comprenant mieux le fonctionnement de la mémoire. Pour nous aider à réfléchir à ces questions, on reçoit donc deux invités. Donc Christophe Rodeau, vous êtes neuroscientifique, vous êtes passé par la recherche et l'enseignement, vous êtes actuellement formateur et conférencier et vous animez une émission, un podcast hebdomadaire qui invite à découvrir les mystères et les secrets du cerveau. Ce podcast s'appelle La tête dans le cerveau. Bonjour Christophe. Bonjour, merci. Et puis Éric Collin, vous êtes ingénieur pédagogique et formateur, vous utilisez les neurosciences en formation, vous êtes également chef du projet MOOC Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives, et puis vous êtes basé en Bretagne. Vous nous apporterez votre retour d'expérience sur la manière d'utiliser les sciences cognitives en formation. Bonjour Éric. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de passer la parole donc à nos deux spécialistes, je vous propose une première activité pour tester vos connaissances sur le fonctionnement du cerveau. Parce que nous sommes pleins de représentations sur notre capacité à apprendre, sur ce qu'on pense savoir du fonctionnement du cerveau, sur ce qu'on a toujours entendu dire. Voilà, c'est ce qu'on appelle les neuromythes. Donc voilà, on va vous demander, je vais faire un petit sondage et puis on va vous demander d'essayer de retrouver le vrai du faux. À vous de jouer. Voici les questions. Alors, voilà, il y a quelques premières réponses qui arrivent. Je vous laisse un petit peu de temps, le temps de la réflexion, le temps de la concentration, des termes qu'on va retrouver tout au long de notre webconférence. Voilà, je laisse encore un petit peu de temps. Je vois que là, beaucoup de personnes sont en train de répondre. Quasiment 100 personnes ont répondu. Vous êtes 176 participants. À faire deux activités à la fois, c'est peut-être un petit peu compliqué aussi, hein. Je vous parle, vous êtes obligé de lire en même temps. Voilà, je vous propose de mettre fin au sondage et puis donc de partager les résultats pour qu'on puisse les regarder ensemble. Alors, est-ce que mémoriser, c'est modifier son cerveau? Oui, bravo, c'est bien ça. Existe-t-il une modalité sensorielle propre à chacun de nous qui permet d'apprendre de la meilleure façon possible, entre visuel ou auditif notamment? Eh bien non.
Est-ce que comprendre, c'est mémoriser? Non. Et est-il possible de faire plusieurs tâches cognitives en même temps? Alors là, les questions étaient quand même particulièrement ambiguës. Donc, cela dépend du type de tâche. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé donc à ce sondage. Et puis, je vais maintenant me tourner donc vers Christophe Rodeau pour aborder notre première partie sur donc les neurosciences. Christophe, peut-être, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair déjà dans ce qu'on entend? Donc, on a bien vu qu'avec le sondage, on a besoin d'une petite mise à niveau, mais on va commencer par les neurosciences, les sciences cognitives. De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Effectivement, et c'est là que je me mets à partager mon écran et que je vous demande pardon d'avoir peut-être été, comment dire, un peu pointilleux sur les termes des questions, ce qui fait que ça a pu aiguiller plus ou moins certains types de réponses. Mais oui, on va de toute façon commencer par poser un petit peu le cadre et se dire qu'est-ce qu'on entend lorsque on parle de neurosciences, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de sciences cognitives. Et juste avant ça, Sylvie m'a très bien présenté La tête dans le cerveau, c'est mon podcast. Si je le redis, c'est pas juste pour refaire de ma pub, c'est juste que des fois, vous allez voir le logo qui va s'afficher et ça renvoie à un épisode dans lequel j'ai parlé de ces éléments-là. Et si vous voulez avoir plus d'éléments, je vous renverrai vers cet épisode. Et je précise aussi que oui, je suis peut-être quelqu'un qui a un certain nombre de connaissances et qui les emploie dans sa pratique professionnelle autour du cerveau. J'ai une formation de neuroscientifique, mais je ne me considère pas comme un expert. Hein. On parle de sujets extrêmement larges et je pense qu'il faut bien un petit peu remettre l'église au milieu du village et dire que clairement, on parle de tout un tas de domaines aujourd'hui et l'idée, c'est plus de vous présenter les grandes lignes du fonctionnement cérébral. Après, pour ce qui est de l'expertise bien précise d'un domaine spécifique, là, ça demande toute une vie d'études pour avoir essayé tout du moins de cerner cette question. Donc, commençons par planter le décor. Qu'est-ce que sont les sciences cognitives? Si je devais en donner une définition, tout du moins une définition que j'utilise moi-même dans ma pratique et que j'utilisais lorsque j'enseignais ou lorsque je faisais de la recherche. Les sciences cognitives, on peut définir ça comme les sciences qui s'intéressent aux grandes fonctions mentales, les sciences qui s'intéressent aux grandes fonctions cognitives. Si vous prêtez bien attention à cette définition, ce qu'il est important de voir, c'est que le terme de science prend bien un S parce que oui, effectivement, dans les sciences cognitives, on utilise plusieurs sciences, plusieurs domaines scientifiques et initialement, lorsque ça a été formalisé, les sciences cognitives comprenaient 6 domaines scientifiques. On avait la philosophie, la psychologie, l'informatique, les neurosciences, l'anthropologie et les linguistiques. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on s'intéresse aux fonctions cognitives, aux fonctions mentales, c'est-à-dire à la mémoire, c'est-à-dire au langage, c'est-à-dire à l'attention, on ne peut pas seulement s'intéresser à cette fonction-là par le seul biais biologique, par le seul biais psychologique, par le seul biais linguistique. On a besoin de toutes ces disciplines scientifiques pour essayer un tant soit peu d'arriver à cerner la complexité de cette fonction cognitive. Et ça, c'est une vision, je dirais, de la base des sciences cognitives, mais sachez que pour certains auteurs, pour certains scientifiques, parmi ces 6 domaines scientifiques qui composent les sciences cognitives, il faudrait en intégrer un septième qui sont les sciences de l'éducation, car les sciences de l'éducation apportent elles aussi un regard extrêmement complémentaire sur le fonctionnement de nos fonctions, nos grandes fonctions cognitives, nos grandes fonctions mentales. J'ai défini ce qu'étaient les sciences cognitives. Sylvie m'a présenté en tant que neuroscientifique, mais que sont les neurosciences exactement? Et on pourrait avoir l'idée que les neurosciences, c'est s'intéresser peut-être au cerveau, mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça et c'est un peu plus large que ça. Les neurosciences, ça va être l'étude scientifique du cerveau, mais aussi plus largement du système nerveux, c'est-à-dire le cerveau, mais aussi la moelle épinière, mais aussi l'ensemble des nerfs. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global que seulement le cerveau, même si je dois avouer que moi, dans mes recherches, je me suis surtout centré sur le fonctionnement du cerveau. Et cette étude du cerveau, cette étude biologique du cerveau, se fait tant du point de vue de sa structure, c'est-à-dire qu'est-ce qui compose le cerveau, quelles sont ses différentes cellules, mais aussi comment est-ce que ces cellules s'organisent entre elles pour former des réseaux.
mais plus que juste de s'intéresser au fonctionnement de la cellule en elle-même, c'est comment ce fonctionnement structurel de la structure du cerveau arrive à nous permettre d'avoir des fonctionnements complexes tels que la construction de ce qu'on appelle la pensée, tout simplement. Et donc voilà, si je résume un petit peu les neurosciences, ça va être l'apport biologique de l'étude du fonctionnement du cerveau et plus largement du système nerveux dans les sciences cognitives. Et le troisième élément qu'il me semblait extrêmement important d'arriver à définir, c'est le terme de recherche. Alors, n'y voyez pas là du tout une vision très condescendante de ma part, en ayant cette formation dans la recherche, de vous dire voici comment fonctionne la recherche. Non, c'est pour vous montrer que la recherche, c'est ça. La recherche, c'est partir de certaines observations pour, à partir de ces observations, essayer de créer, modifier ou rejeter une théorie. À partir de ce que l'on a observé semble bien fonctionner de cette façon, qu'on a construit notre théorie ainsi, on devrait, à partir de cette théorie, dans certaines conditions, observer ce type de manifestation. Et donc, à partir de ces prédictions, on va pouvoir faire des expériences. Des expériences qui vont nous permettre de voir si ce que l'on pensait qui allait se réaliser, ce que l'on pensait pouvoir observer est effectivement ce que l'on observe. Et à partir de ces nouvelles observations, on affine, on raffine la théorie pour avoir des prédictions qui sont encore plus précises, des expériences plus pointues et de nouvelles observations. Tout ça pour vous dire que la recherche, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est figé, ce n'est pas une réponse définitive. La recherche, c'est un mécanisme cyclique, un mécanisme qui s'affine et qui se raffine. À une question donnée, je ne peux vous donner que la réponse à l'instant T, mais cette réponse évoluera forcément avec les jours, les mois, les années et les différentes expériences qui vont être faites sur le sujet. Bien évidemment, on peut s'arrêter sur certains éléments parce que tout un tas de chercheurs ont pu montrer des choses intéressantes autour de ce sujet, mais la recherche n'est pas qu'une seule étude scientifique qui montre quelque chose. Et pour vous illustrer à quel point il faut faire attention à ces études scientifiques qui parfois peuvent avoir l'air très spectaculaires, qui peuvent donner des résultats fous, et à quel point il faut être important de remettre cette étude dans leur contexte, je vais vous donner un exemple et je vais vous parler d'une étude scientifique qui a été faite en 2010, une étude scientifique qui est extrêmement simple et qui demandait deux choses. Qui demandait un saumon. Les chercheurs sont allés acheter un saumon chez le poissonnier, un vrai saumon pêché qui avait été vidé. Et la deuxième chose dont ils ont eu besoin, c'est une machine IRM. Et ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont pris le saumon, ils l'ont placé dans une machine IRM et à ce saumon mort, ils lui ont demandé de reconnaître l'émotion qui était affichée sur des visages humains. Donc oui, je suis vraiment en train de dire ça. Les chercheurs ont mis un saumon dans une machine URM et lui ont demandé de reconnaître les émotions sur les visages humains. Et ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'ils ont réussi à mettre en évidence de l'activité cérébrale dans le cerveau de ce saumon mort. Alors dit comme ça pourrait remettre en question la limite que l'on se fixe entre ce qui est la vie et ce qui est la mort. En réalité, pas du tout. Si vous regardez ces résultats qui sont très waouh, qui sont très sexy, en réalité, ce que ces chercheurs ont montré, c'est que les résultats scientifiques doivent toujours être replacés dans leur contexte, notamment lorsqu'on utilise de l'imagerie cérébrale. Parce que l'imagerie cérébrale, c'est bien plus complexe que prendre seulement des photos du cerveau en train de fonctionner. Et qu'en réalité, derrière cette imagerie cérébrale, il y a tout un tas de calculs statistiques extrêmement complexes, calculs statistiques qu'il faut respecter très précisément, parce que si jamais il y a un loupé, on peut arriver à dire des choses aussi folles qu'il est possible de trouver de l'activité cérébrale chez un saumon mort. Tout ça pour vous dire que la recherche, c'est un mécanisme qui est complexe, mais derrière chaque résultat de recherche, il faut toujours replacer ces résultats dans le contexte, dans le cadre précis duquel ils ont pu être révélés. Ces résultats, ces conclusions, comment est-ce qu'elles ont pu être identifiées? La deuxième chose qui est importante lorsqu'on parle de recherche, c'est qu'un résultat unique est très intéressant, mais ça ne montre qu'une voie. Il faut que ces résultats il soit possible de pouvoir les retrouver, que d'autres chercheurs
soit à même de retrouver de tels résultats pour qu'on puisse se rendre compte que ces conclusions sont à minima un petit peu solides. Et c'est de ces résultats dont on va parler aujourd'hui. Et la dernière chose, troisième et dernière chose dont je dois vous parler et qui est très important lorsqu'on parle de recherche et que j'ai déjà dit, c'est qu'au mieux, la recherche n'apporte qu'un instantané, une photographie de ce que l'on sait sur une question précise à un moment donné. Mais cette photographie sera forcément différente avec l'avancée des technologies, avec les nouvelles études, avec les réplications ou non de certains travaux. Tout ça pour dire que, en vous présentant certains éléments qui étaient extrêmement importants pour moi de baliser lorsqu'on parle de sciences cognitives, lorsqu'on parle de neurosciences, lorsqu'on parle de recherche, mon but aujourd'hui, c'est de vous parler du fonctionnement du cerveau dans les grandes lignes. Mais ce n'est absolument pas d'avoir un regard inquisiteur sur vos pratiques et de vous dire ce que vous faites, c'est mal, il ne faut pas faire ça, ou ce que vous faites, c'est bien et ça marche comme ça. Parce que en réalité, lorsqu'on s'intéresse en recherche à un contexte aussi complexe que ce qu'est l'environnement de la formation, en réalité, en recherche, la plupart du temps, lorsqu'on mène une expérience, on ne cible qu'un élément bien précis, qu'on isole en réalité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque je vais vous parler du fonctionnement du cerveau, il ne faut pas vous attendre à avoir une recette magique ou une to-do list, des choses qu'il faudrait absolument cocher pour que tout fonctionne de la meilleure des façons. Non, parce que les neurosciences, les sciences cognitives n'apportent pas une révolution. Les sciences cognitives, les neurosciences apportent une évolution, permettent de dire voici ce que nous on trouve en laboratoire lorsqu'on s'intéresse à l'attention, lorsqu'on s'intéresse à la mémoire, lorsqu'on s'intéresse à la compréhension, mais elles n'apportent pas quelque chose qui serait définitif. Ces neurosciences permettent de mettre en évidence des éléments validés scientifiquement, d'écarter d'autres éléments qui semblent montrer que ça ne fonctionne pas comme ça, comme par exemple le fait que comprendre, ce n'est pas mémoriser, et elle permet aussi de se poser des questions sur tout un tas d'autres éléments qu'il est très important là de mettre en discussion entre vous, les formateurs, et nous, parce que lorsqu'on est en recherche, on s'intéresse à un contexte bien précis du laboratoire, mais vous, vous êtes dans un contexte de pratique. Et donc, c'est cet échange qu'il est important d'avoir pour faire évoluer, pour faire avancer à la fois les pratiques de votre côté et la recherche et ce que l'on sait sur le fonctionnement du cerveau. Voici un petit peu tout ce que je voulais dire dans cette grande introduction autour des sciences cognitives et du cerveau. Merci Christophe. Du coup, je vous incite, je l'ai dit un petit peu en introduction, mais je vous incite à poser des questions au fur et à mesure de la présentation que Tiffaine va pouvoir effectivement regarder au fur et à mesure et puis collecter. Donc une première introduction pour nous définir assez précisément ce que sont les sciences cognitives et puis du coup les différentes composantes de ces sciences cognitives, dont les neurosciences. Alors du coup, moi j'ai quand même une question, Christophe ou Eric, hein, si vous souhaitez y répondre, mais c'est vrai que les sciences cognitives, les neurosciences, en fait, on en parle depuis des années. Et donc, est-ce que la recherche découvre des choses continuellement? Est-ce qu'il y a toujours, est-ce que c'est un effet de mode? Pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si l'un ou l'autre souhaite répondre. C'est une question qui est très intéressante. Effectivement, déjà, les sciences cognitives sont pas si nouvelles que ça. Et en réalité, il y a tout un tas de mécanismes cérébraux qu'on étudie dès la psychologie expérimentale, dès la psychologie cognitive, depuis le début des années 1900, lorsqu'on va parler d'oubli, les travaux qui font date sur notamment la mémoire de travail et cette idée qu'on peut garder qu'un certain nombre d'informations date de Ebbinghaus en 1885. Donc, autant dire que c'est pas très récent. Par contre, les neurosciences, cette formalisation des sciences biologiques du cerveau est un peu plus récente. Et il faut avouer que en ce moment, c'est peut-être un petit peu plus mis sur le devant de la scène. Je vous dirais qu'effectivement, il y a un effet de mode. Si on était dans les années 30, 40, on essaierait de un petit peu tout expliquer avec la physique. Maintenant, on est dans les années 2020, on essaye d'un petit peu tout expliquer avec les neurosciences. Pour moi, il est important de toujours replacer les neurosciences comme un maillon de tout ce qui nous permet d'un petit peu mieux comprendre qui nous sommes et comment est-ce que nous agissons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qui fait un petit peu aussi que c'est à la mode, c'est pas seulement un effet de mode, c'est aussi
un apport technologique. Le développement de toutes les techniques d'imagerie cérébrale, l'IRM fonctionnelle, la tomographie par émission de positrons, l'électroencéphalographie, même si c'est un petit peu plus vieux, la magnétoencéphalographie, toutes ces façons d'arriver à imager le fonctionnement du cerveau, ça a été une étape cruciale qui a permis de révéler tout l'intérêt, toute l'importance que pouvaient avoir les neurosciences lorsqu'on s'intéresse au fonctionnement de nous, individus, et de notre interaction avec notre environnement. Merci. Je vois que les participants suivent parce qu'il y a une personne qui a demandé les 6 domaines que vous aviez évoqués en introduction et plusieurs ont pu répondre. Donc, très concentrés, très attentifs. Bravo. Je vais juste, Sylvie, prendre 2 secondes pour répondre à Catel qui pose la question suivante. Si les recherches en neurosciences sont intéressées à l'impact de la formation en distanciel. Donc, vous dire si les neurosciences se sont intéressées précisément à la formation distancielle, je ne saurais pas vous répondre. En revanche, on en parlera tout à l'heure parce que c'est vraiment d'actualité et oui, nous avons des éléments de réponse et on n'a pas attendu justement le distanciel pour pouvoir apporter des éléments de réponse là-dessus et bien sûr, on le traitera tout à l'heure. Merci Eric. Du coup, je vous propose qu'on continue. Donc, encore une fois, au niveau des participants, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent, en fait, de manière à ce qu'on puisse ensuite prendre un temps de questions-réponses avec nos deux intervenants. Donc, pour notre partie sur cette première question que l'on pose, comment capter et maintenir l'attention des apprenants, donc, je vous propose donc de vous concentrer, vous les participants, parce qu'on va visionner ensemble une vidéo. Il s'agit alors pour vous dire quelques mots, en fait, il s'agit d'une vidéo de type Cluedo, c'est-à-dire qu'on recherche un assassin. Par contre, la vidéo est en anglais, mais je vous donne un petit tuyau, c'est pas ça qui est important dans la vidéo. Je vous en ai déjà beaucoup dit. Donc voilà, concentrez-vous et puis je vous retrouve dans deux petites minutes. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Voilà. Donc, cette vidéo, effectivement, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vue, mais moi, je l'ai déjà vue au moins plusieurs fois aussi, et à chaque fois, je me fais avoir de toute façon. Donc, elle est quand même assez bluffante, cette vidéo. Christophe, pour aborder donc notre deuxième question sur capter et maintenir l'attention de nos apprenants, qu'est-ce que cela dit de notre capacité d'attention ? Comment se concentrer? Sur quoi se concentrer? Est-ce qu'on peut réussir à diriger notre cerveau pour être plus concentré sur quelque chose? Et puis, on verra aussi avec Eric à la suite ce que doit retenir le formateur. Comment est-ce qu'il peut adapter ses formations et mettre en application certaines choses pour que, justement, les apprenants soient plus concentrés et qu'on attire leur attention sur ce qu'il faut, en fait. Je vous laisse la parole, Christophe.
Super. Donc, effectivement, si vous l'avez bien vu, cette vidéo, surtout à la fin, dans les crédits, en réalité, ce n'est pas du tout une vidéo utilisée dans la recherche. Hein. C'est une vidéo, c'est une campagne publicitaire de prévention pour la sécurité routière, notamment envers les cyclistes. Et ce qu'elle montre, cette vidéo, c'est une facette de ce qu'on appelle l'attention. C'est l'idée que cette attention, elle est sélective. Dans toutes les informations qu'il va y avoir autour de nous, nous n'allons pas pouvoir tout prendre. En réalité, cette attention est un filtre. On ne va récupérer que certaines informations. Alors, je vous dirais ce qui fait peut-être que certaines informations vont pas être plus captées que d'autres, mais c'est déjà bon de savoir que, et là c'est un petit tip, un petit astuce là pour le formateur, et Eric y rebondira largement dessus. Si je vous présente une diapositive qui ressemble à ça, ben, ce que vous voyez, c'est un fond extrêmement chargé, du texte qui ne se détache pas, et en réalité, derrière toutes ces informations que je vous donne, mais en réalité, ça va être à vous de faire le tri, et ça ne sera pas toujours les informations que moi j'ai voulu vous faire passer que au moins deux autres. Une autre facette de l'attention, c'est ce qu'on appelle l'attention soutenue. Et je vais vous montrer comment en recherche, on étudie cette attention soutenue. C'est une tâche qui est extrêmement simple. Vous avez face à vous un cadran, et sur ce cadran, parfois, il va y avoir, c'est pas parfois, il va y avoir une petite bille rouge comme ça qui va apparaître et qui va passer de position en position. Le but, lors de cette tâche, va être de voir où se situe cette petite bille rouge et quand est-ce qu'elle va sauter une des positions. Si à un moment vous l'avez vu sauter une position, ce n'était pas juste dû à la qualité pitoyable de ma connexion Internet, mais c'est bien qu'effectivement, elle a bien sauté une position. Et là, la tâche des participants, c'est d'appuyer le plus rapidement possible sur une touche du clavier pour dire qu'ils ont bien vu ce saut de position. Ce qu'on montre avec ce type de tâche expérimentale, c'est que plus l'expérience va être longue et plus les individus vont avoir tendance à soit mettre plus de temps à répondre qu'ils ont vu la bille sauter, soit oublier, ne pas voir cette bille sauter. En réalité, ça montre que notre attention, plus que d'être sélective, de ne pas pouvoir récupérer toutes les informations, notre attention va être fluctuante, on ne va pas pouvoir conserver le même niveau attentionnel sur une seule et même tâche pendant un temps illimité, en espérant qu'on puisse être toujours aussi productif. Et donc là, la petite astuce de la formation, du formateur, c'est pouvoir faire des pauses. Et Eric vous parlera que faire des pauses, ça ne veut pas juste dire faire une pause de 10 minutes tous les quarts d'heure de formation, mais ça va juste être peut-être de passer d'un élément à un autre, passer d'une activité à une autre qui ne sollicite pas tout à fait les mêmes mécanismes attentionnels. Et la troisième partie, la troisième variante de cette attention, je vais vous l'illustrer avec un petit test que vous allez faire. Donc, je vous demande à bien garder le chat ouvert. Je vais donc vous projeter un texte que je vous demande de lire et en même temps, moi-même, je vais lire un texte. Et une fois que vous aurez à peu près fini la lecture de ce texte, ça sera le moment où moi aussi, j'aurai terminé la lecture et là, je vous poserai des questions, mais sur les deux textes et on verra ce qu'il en reste. Alors attention, on est parti. L'attention est la faculté de se consacrer à un objet, d'utiliser ses facultés d'observation, d'étude, de jugement d'une chose, quelle qu'elle soit, ou encore destinée à la pratique d'une action. L'action est exclusive du fait qu'on ne peut réellement porter son attention que sur un objet à la fois, même si on peut parfois avoir le sentiment inverse. Donc là, je rallume ma caméra, le texte, j'espère, n'a pas trop sauté. Et voici les questions que je vous pose et je vous demande de répondre très rapidement dans le chat. Première question, je ne vous dis pas d'où venait l'information, mais par quel type de signaux un enfant peut-il se laisser distraire? Ok, bruit, lumière, son, bruit, lumière, ok, je vois que ça a bien suivi et cette information était sur le texte que vous avez lu. Deuxième question. Chaque enfant, chaque élève a un devoir dans la vie, dans sa famille, à l'école, lequel?
allez, je vous aide un peu. Je vois que ça vient, ok, d'accord. C'était dans le texte écrit et la réponse était devenir plus compétent en attention. Troisième question, quelle est la particularité de l'attention? Je vais vous aiguiller. C'était dans le texte que j'ai lu, moi. Effectivement, je vois cette idée que l'attention est exclusive. J'ai exactement le bon mot qui est apparu dans le chat. Effectivement, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Et dernière question, quel est l'exemple qui a été donné sur l'attention soutenue? Route, conduite, aucune idée. Conduire, pas lu, pas entendu. Conduire, route. La réponse est qu'il n'y avait pas de réponse. En réalité, c'était une question piège pour vous montrer que, effectivement, lorsqu'on fait deux choses à la fois, on peut avoir l'impression que on maîtrise les deux tâches, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on passe très rapidement d'une tâche à l'autre. Et donc là, l'idée qu'on va pouvoir tirer en formation, c'est que voilà, si je vous présente un texte, même un texte qui n'a pas de sens, votre œil va être accroché. Et que donc, si je suis en train de raconter quelque chose et que derrière moi, il y a quelque chose qui est affiché et qui ne correspond pas à ce que je suis en train de dire, à un moment donné, vous allez demander aux participants de faire un choix et de devoir alterner entre ces deux éléments et de ne récupérer que maladroitement des éléments de ce que je suis en train de dire et de ce qui est écrit, mais de faire les deux choses, de vous demander aux participants de faire les deux choses très bien. Et en réalité, ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau, c'est que oui, peut-être qu'on peut faire les deux choses, mais en réalité, si on veut vraiment bien faire les deux choses, on ne peut pas les faire en même temps pour avoir des performances idéales. C'est ça l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire de tâches complexes, cognitives complexes en même temps, notamment si on n'a pas eu d'entraînement spécifique sur ces deux tâches. L'attention, c'est un petit peu ce gros fourre-tout. C'est cette idée que l'attention, ça a plusieurs facettes, ça a plusieurs éléments. Ça, cette attention dont je viens de vous parler, c'est cette idée d'attention qui va être partagée. L'attention est à la fois sélective, on ne récupère que certaines informations, elle est à la fois soutenue, on ne peut pas la conserver de manière illimitée, et elle est aussi partagée. Je ne peux pas consacrer autant de ressources attentionnelles à n'importe quel nombre de tâches complexes en pensant que je vais réussir aussi bien sur l'ensemble de ces tâches. Une définition qui est certes dépassée, mais qui est très intéressante, c'est que l'essence de l'attention en tant que processus conscient est d'augmenter la clarté d'une idée ou d'un groupe d'idées au détriment d'un autre, au détriment des autres. Définition qui date des années 1890 d'un des pères fondateurs de la psychologie expérimentale. L'attention, en réalité, c'est un projecteur. L'attention, cette idée que dans tout mon environnement, je vais pouvoir mettre en lumière certaines informations que je vais pouvoir traiter, notamment grâce à la mémoire, mais qui dit mettre en lumière certaines informations veut dire aussi que, in fine, forcément, je vais plonger tout le reste dans l'ombre. L'attention, c'est toutes ces facettes-là. Et pour en revenir sur cette idée de est-ce que je peux faire plusieurs choses à la fois de manière complexe, et est-ce que peut-être il y aurait des différences entre les hommes et les femmes, je vous dirais que même s'il y a des différences, et ça a été montré légèrement sur certains types de tâches particulières, en réalité, ces différences montrent que homme ou femme, on ne peut pas faire de tâches complexes, cognitives en même temps, sans un entraînement au préalable. Cette attention, ce phare qui éclaire les informations autour de nous et que nous allons traiter, cette attention peut être capturée, peut être dirigée par différents facteurs. Et c'est là où un des derniers éléments que je vais vous partager, il y a, pour pouvoir diriger cette attention, je peux le faire par moi-même. Par moi-même, je peux projeter mon attention parce que je suis motivé par la tâche, parce que la tâche m'intéresse, parce qu'on m'a dit de faire attention précisément à ce qui m'est montré. Donc, je peux moi-même diriger cette attention
il y a des facteurs qui permettent, ce qu'on appelle des facteurs endogènes qui dépendent de moi, qui peuvent diriger cette attention. Mais il y a aussi des facteurs endogènes qui peuvent perturber cette attention. Des facteurs tels que certaines émotions, la fatigue, l'ennui, tous ces éléments vont pouvoir perturber cette attention qui est moins bien dirigée. Il y a d'autres facteurs qui sont exogènes, des facteurs qui ne dépendent absolument pas de moi et qui viennent du monde extérieur. Ça va par exemple être le cas lorsque je vais entendre un bruit dans le couloir, lorsque j'entends quelqu'un prononcer mon nom. Ce sont tous ces éléments qui ne dépendent pas réellement de moi, mais qui peuvent capter, attirer mon attention. Et pour certains auteurs, il y aurait même un troisième élément qui pourrait capturer mon attention, ce sont les émotions. Les émotions pourraient être un des éléments qui viendrait teinter, qui viendrait tirer l'attention. Pour certains chercheurs, cette émotion vient teinter à la fois les facteurs endogènes et les facteurs exogènes, les choses qui dépendent de moi et qui ne dépendent pas de moi. Pour d'autres chercheurs, le facteur émotionnel est un facteur à proprement parler unique qui viendrait aussi tirer l'attention. Tout ça pour vous dire que l'attention, ce n'est pas quelque chose qui vous est acquis en tant que formateur. L'attention, elle dépend certes du sujet, de la personne que vous avez en face de vous, mais elle dépend aussi du contexte dans lequel vous êtes et de l'état de l'individu et de ce que vous allez utiliser. L'attention, c'est tout ça. L'attention, c'est complexe. Et la dernière chose sur laquelle je vais m'arrêter avant de passer la parole à Eric, je vais vous demander là aussi de me répondre très rapidement dans le chat. Et moi, ça me permet de le réactiver. Selon vous, quelles sont les causes possibles de l'inattention? Émotion, stress, bruit, fatigue, ennui, manque d'intérêt. Ok, motivation, cause externe, manque de sommeil, dépression, non-intérêt. Merci de me partager tout ça. Je vais m'arrêter. Je vous demande même d'arrêter de me faire des propositions. C'est très sympa. C'était juste pour un petit peu piquer votre curiosité, parce qu'on peut réellement se poser la question, est-ce que l'inattention, est-ce que ça existe en réalité? Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on va avoir une vie cognitive éveillée, notamment, l'inattention, en réalité, n'existerait pas vraiment. Dans notre vie de tous les jours, dans quasiment toutes nos activités, nos processus attentionnels, nos ressources attentionnelles sont toujours distribués, focalisés sur quelque chose. Ce que nous, par, je dirais, en ayant un petit peu cette idée que on va détourner les choses, ce qu'on va avoir tendance à appeler l'inattention, c'est cette idée que les apprenants face à nous ne sont pas attentifs sur ce sur quoi on voudrait qu'ils soient attentifs. Mais au niveau cérébral, vraisemblablement, l'inattention, ça n'existerait pas vraiment, tout du moins lorsqu'on a une vie cognitive éveillée normale. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter après vous avoir donné quelques éléments sur ce qu'est l'attention et comment est-ce que ça fonctionne dans le cerveau. Merci Christophe. Du coup, on va peut-être laisser Eric rebondir directement sur ses propos. En tant que formateur, qu'est-ce qu'on fait de l'ensemble de ces éléments? Comment, du coup, on les met en œuvre? Je fais le lien avec une question qui était posée dans le chat, Christine, qui nous disait, donc je pense que ça, c'est une question assez facile pour introduire vos propos, Christophe. Est-ce que, du coup, quand on fait un diaporama, il faut que le diaporama soit vraiment en cohérence et un support de nos propos? Allez, on va en parler. Bon, merci beaucoup Christophe. Allez, on va partir tout de suite sur une règle. C'est que sans attention, il n'y aura pas d'apprentissage. Donc, il va vraiment falloir qu'en tant que formateur, nous mettions du temps et de l'énergie pour travailler sur l'attention de nos apprenants. J'ai pas précisé, mais enfin, même si Sylvie m'a présenté tout à l'heure, moi, je ne suis pas chercheur, hein, je suis formateur de formateurs et je dois dire que j'ai découvert les neurosciences cognitives il y a un peu plus de 5 ans et ça a vraiment changé ma vie en tant que formateur et aussi en tant que formateur de formateurs. Je ne forme plus comme je formais il y a 5-6 ans. Voilà. Alors, avant même de parler de maintenir l'attention des apprenants, j'ai envie de dire que ce qu'il faudrait aussi, c'est peut-être s'intéresser déjà, c'est comment capter l'attention de mon auditoire. Hein. Alors,
Aussi, pour capter l'attention de mon auditoire, moi, je vous invite à jouer sur les émotions. Bon, Christophe en a parlé, et dans une moindre mesure, à questionner votre auditoire, faire en sorte qu'il se questionne. Alors, je vais prendre un exemple. Supposons que, en tant que formateur, je sois en mesure de traiter l'échec scolaire chez les enfants dits surdoués. Hein. Alors, pour capter l'attention des participants, je vais avoir le choix entre annoncer un chiffre, un pourcentage marquant au début de l'intervention, par exemple, sur les 300 000 enfants scolarisés entre la maternelle et la terminale, considérés comme surdoués, plus d'un quart d'entre eux ne vont pas jusqu'au bac. Je pense que ça questionne. Voilà. Donc, je peux déjà capter l'attention de mon auditoire de cette manière. Je peux aussi toucher les émotions de mon auditoire en leur passant une vidéo très, très courte, une vidéo de 30 secondes à 1 minute. Et je pense notamment à une vidéo sur un enfant surdoué interrogé sur son échec scolaire et qui va être en mesure d'en parler avec une lucidité déconcertante. Voilà. Donc, parfois avec des vidéos qui sont quand même plutôt touchantes. Voilà. Et puis enfin, autre façon de capter l'attention de mes apprenants, c'est tout simplement en les questionnant. Alors, style de question, avez-vous une idée du pourcentage d'élèves dits à haut potentiel qui échouent au bac chaque année? Et là, vous utilisez tous les outils de sondage que vous connaissez. D'ailleurs, je prendrai l'exemple de notre webinaire. On a bien commencé par un sondage. C'était aussi pour amener l'attention dans chez notre auditoire et dans l'échange. Alors, on va considérer que j'ai… Capter l'attention des apprenants, Eric, est-ce que ça veut dire que c'est faire appel aux pédagogies actives, finalement? C'est rendre l'apprenant acteur, le mettre… Oui, mais j'ai envie de dire, c'est surtout pas commencer. Bon, ben écoutez, bonjour, merci d'être là, et puis voilà, on va parler de ça. Voilà, parce que obligatoirement, je sais d'ores et déjà que j'ai perdu 50% de mon auditoire. Et c'est normal. Hein. Alors, on va le voir, hein. Je vous le dis déjà en substance, mais j'applique moi une règle des 40-20-40 et sur un temps donné qu'on me donne pour faire une formation, 40% de mon temps vont être consacrés à l'attention de mes apprenants. Je vais consacrer 40% de mon temps à capter et à maintenir l'attention de mes apprenants. Et notamment, effectivement, en les interrogeant, en les faisant participer. De toute façon, il n'y a que comme ça, on le verra par la suite, hein, l'apprentissage ne se fait qu'à partir du moment où mon auditoire, mon apprenant est acteur et actif. Un cerveau passif n'apprend pas. Hein, et on apprend qu'en s'interrogeant. Voilà, on apprend qu'en faisant des erreurs. Pour faire des erreurs, il faut s'interroger. Voilà, tout est lié. Hein. Donc, on va considérer que j'ai capté mon auditoire à travers 3 petites méthodes que je vous ai données. On va considérer qu'ils sont toutes oui, c'est super. Maintenant, il s'agit de maintenir cette attention. Hein. Alors, même s'il n'y a pas de règles bien définies, je préconise qu'il faut changer de posture pédagogique toutes les 10 à 15 minutes. Alors, bien évidemment, ça va dépendre de mon auditoire, ça va dépendre des sujets. Mais quand je dis qu'il va falloir changer de posture pédagogique toutes les 10 à 15 minutes, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir que je fasse du descendant pendant plus de 10 minutes. Il va falloir les mettre en action, il va falloir les interroger, il va falloir que mon apprenant soit actif. D'accord, hein? Donc, comme je vous disais, un cerveau actif, c'est un cerveau qui s'interroge. Et enfin, et là, je pense que Christophe, avec son exercice, enfin, il nous a fait faire plusieurs exercices, mais il y en a un qui est frappant, et d'ailleurs, on va en faire un petit aussi, c'est sur les supports pédagogiques, et je vais répondre comme ça tout de suite à la question j'ai oublié le prénom de notre auditrice, hein, mais on va faire un exercice tiré des tests de Stroop. Je vais vous passer une diapositive, une seule, avec pour consigne, je vais vous demander de me dire de quelle couleur sont écrits les mots que je vais vous passer sur la diapositive. Il y aura 9 mots sur la diapositive. Je ne vais pas vous demander de les lire, je sais que vous savez lire. En revanche, je vais vous demander dans votre tête, hein, ou tout haut si vous le voulez, de dire de quelle couleur sont écrits les mots. Voilà, donc la consigne
je pense qu'elle est simple. Et je vais donc partager mon écran. Voilà. Donc, je pense que vous avez tous mesuré la difficulté de respecter la consigne qui est celle de lire, de me dire de quelle couleur sont écrits les mots, alors que votre cerveau n'avait qu'une envie, et d'ailleurs il l'a fait, que vous le vouliez ou non, de lire les mots. Je vous ai projeté des mots, le système 1 qui explique en réalité que votre cerveau, de lui-même, sans même que vous prêtiez attention, va de lui-même automatiquement lire les mots que vous projetez. Et c'est parce que vous avez prêté attention, et notamment vous avez fait attention à la consigne que je vous ai donnée, en l'occurrence, non pas de lire le mot, mais de dire de quelle couleur c'était écrit, pour y avoir plus la difficulté, vous avez vu qu'il vous a fallu plus de temps, et donc il vous a fallu de l'énergie. Vous avez dépensé de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer derrière ce petit exercice-là? C'est que si je projette une vue avec des phrases, immanquablement, vos apprenants vont lire la diapositive, même s'ils ne le veulent pas. Alors, le pire, c'est que vous allez projeter une diapositive avec des phrases et vous allez parler en même temps. Alors même, vous allez me dire, oui, mais malgré tout, mes propos sont cohérents avec ce qui est écrit. Certes, mais là, on l'a vu, Christophe nous l'a montré, je ne peux pas faire deux choses conscientes à la fois. Et si l'apprenant fait effort de vous écouter, il va vraiment faire effort de vous écouter, donc là, il va falloir qu'il porte son attention sur ce que vous dites, alors que vous lui projetez des phrases avec un message subliminal. Si je vous projette des phrases, c'est pour que vous les lisiez, autrement je ne les projette pas. Donc vous le mettez vraiment en surcharge cognitive et vous demandez à son cerveau de faire deux choses qui ne sont pas quelque part cohérentes, quoi, entre ce que vous dites et puis même si les messages sont les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'une diapositive, c'est une image, parce qu'on retient beaucoup plus facilement des images que des mots. Donc, c'est une image associée à un ou des mots qui vont apparaître en parfaite cohérence avec ce que vous dites, mais pour appuyer vos propos. Alors, je ne suis pas… Oui. Je vous interromps, Eric, et puis peut-être pour laisser rebondir Christophe également sur vos propos, mais il y a une question qui est intéressante. Alors, si je la comprends bien, c'est celle de savoir si on est d'abord sollicité sur le visuel ou d'abord sur l'auditif. Enfin, en quelque sorte, je la reformule comme ça. Je ne sais pas si Christophe, vous voulez nous apporter des éléments par rapport à ça. Je vais dire que si je reste très caricatural, nous sommes des primates. Et en tant que primates, il y a deux sens qui prédominent énormément, la vision et l'audition. Ces deux sens qui sont particulièrement développés chez nous. Après, de savoir si là, comme c'est employé avec des termes comme intelligence associée à visuel ou l'idée d'être auditif, ça, nous y reviendrons un petit peu plus lorsque je parlerai de mémoire et de cette idée de mémoire visuelle, de mémoire auditive. Est-ce que ça existe réellement? C'est un peu plus compliqué, mais ça demande un peu plus de temps et je préfère le mettre ça lorsque je parlerai de mémoire. Je ne suis pas en train de dire que je ne dois à aucun moment projeter des phrases. Mais si je projette des phrases, de grâce, je m'écarte, je me tais et je propose aux participants de les lire. Et ensuite, on en parle. Ensuite, on apporte des éléments dessus. Mais parler en même temps que je projette des phrases et que je leur demande de les lire, ça n'a aucun sens. Il y a des chances qu'ils fassent aucun des actions correctement. D'accord? Voilà. Je vous propose qu'on se tourne peut-être un petit peu vers le chat et puis vers les questions des participants. Peut-être, Tiffaine, tu as pu collecter. Je sais qu'il y a eu des questions qui sont passées dans le chat. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, c'est plutôt des remarques et des réactions par rapport aux exercices. C'est assez intéressant parce qu'ils sont très participatifs. Ouais, il faut que je réponde à deux questions là, suite à mes propos. Donc,
j'ai pas Il y avait relevé. la question du 40-20-20 en fait. Oui, alors, ouais, non. 40% est dédié donc à capter l'attention des apprenants, mais 20 et 20, on n'a pas eu les réponses. Alors, Sylvie, c'est pas 40-20-20, je me suis mal exprimé, c'est 40-20-40, parce qu'autrement, il en manquerait 20. C'est Donc, exact. donc les 40%, c'est 40% de mon temps que je vais consacrer donc à l'attention. Hein. Les 20%, c'est 20% que je vais consacrer à l'apport de connaissances. Et les 40 derniers pourcents, je vais les consacrer à la consolidation. Donc là, on arrive sur le deuxième sujet, donc je ne vais pas plus en débattre, mais vous comprendrez mieux à la fin du webinaire, c'est 40-20-40. Donc ça, c'était la première réponse, la première question. Et la deuxième question, c'était fini les PPT? Non, pas fini les PPT. Le PowerPoint est un outil excellent pour, je le répète, pour appuyer mes propos. Mais quand je suis formateur, l'acteur, c'est moi, c'est pas mon PowerPoint. Alors, je cite souvent Steve Jobs. Mais Steve Jobs, il tenait son auditoire en haleine avec 3 diapos pendant 2 heures. Alors, nous ne sommes pas tous des Steve Jobs, on n'a pas tous des iPhones à vendre, mais entre 3 diapos en 2 heures et puis 50 diapos à l'heure, il y a un juste milieu. Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait que un diaporama surchargé, un diaporama qui prend la place du formateur, eh bien, c'est solliciter l'attention de mes apprenants, mais non pas sur moi, sur ce que j'ai à apporter, mais sur un diaporama qui ma foi, n'est pas formateur. Oui, merci Eric. Il y avait effectivement des personnes qui revenaient également dans le chat sur effectivement l'importance du visuel et effectivement des diaporamas qui soient très épurés, très visuels. Ça peut effectivement être intéressant, c'est ce que je comprends de vos propos. Je voulais revenir également sur une question qui a été posée sur la surcharge mentale. Alors, je ne sais pas si c'est Christophe ou si c'est Eric qui peut y répondre, mais effectivement, quand on sollicite comme ça plusieurs canaux en même temps, est-ce que c'est ça qu'on appelle la surcharge mentale? C'était ça la question. Bon, Christophe, je prends la parole, je commence et puis tu compléteras. Alors, je vous alerte juste un petit peu sur le temps parce qu'on en a une ou 2 minutes. Non, mais c'est vrai qu'on parle souvent de surcharge cognitive. Il faut savoir que alors, je ne suis pas chercheur, je vais employer quelques termes quand même de scientifiques. Hein. C'est que l'attention est gérée par la mémoire de travail. Donc, on a plusieurs champs de mémoire, et notamment un champ de mémoire qui est très, très important, c'est la mémoire de travail. Et par définition, la mémoire de travail est limitée en temps, mais aussi elle est éphémère et elle est limitée en capacité de traitement d'informations. Donc, si vous donnez trop d'informations et si vous sollicitez trop de canaux, à un moment, votre mémoire de travail, elle va tout simplement dire « je ne peux plus traiter ». Donc, elle va faire des choix. Déjà qu'elle fait des choix, l'attention, le disait très bien Christophe, c'est faire un coup de projecteur sur quelque chose et de laisser dans l'ombre le reste. Alors, si en plus, vous sollicitez plusieurs canaux, autant vous dire que votre mémoire de travail, de toute façon, elle ne pourra pas tout traiter. Voilà. Christophe. Je ne vais pas dire grand-chose de plus. Hein. Je pense qu'effectivement, c'est cette idée. Et je vais revenir là très rapidement, Sylvie. Je sais qu'il faut tenir au timing et que c'est important de pouvoir laisser autant de place à toutes les autres parties. Le PowerPoint n'est qu'un outil. Et tout va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire. Ce n'est pas un mauvais outil, ce n'est pas un outil génial qu'il faut absolument utiliser. Ça va être aussi en fonction de vous et de l'utilisation que vous allez en faire. Si le PowerPoint est là pour vous remplacer, est là pour vous servir de béquille à vous, ben, il faut se poser des questions. S'il est là pour vous remplacer, quel est l'intérêt de votre plus-value? Si ce n'est que pour reprendre ce qui est écrit sur les diapos, l'intérêt du formateur reste limité. De la même façon, s'il est là pour vous dire quoi dire et ne pas oublier, ben, c'est un peu dommage qu'il soit utilisé ainsi. En tout cas, moi, c'est de cette manière que je le conçois et mon PowerPoint est peut-être à l'extrême total, si bien que sans mon discours, mon PowerPoint n'a plus aucune utilité ou très, très limitée. En mon sens, le PowerPoint, de la manière dont je l'utilise moi, c'est une accroche. Quelque chose qui permet d'illustrer, quelque chose qui permet de mettre des images sur des mots, qui permet d'appuyer ce que je suis en train de dire.
Et pour revenir sur cette idée, désolé, pour revenir sur cette idée, oui, alors surcharge cognitive, faire attention à ne pas non plus dévoyer trop les mots, à mettre des mots de cognitif sur un petit peu tout pour se dire que ça parle de cerveau forcément. Mais oui, on ne peut pas traiter un nombre illimité d'informations en même temps. On ne peut pas traiter deux tâches cognitives complexes en même temps. Vous faites tous les jours des choses en même temps, lorsque vous conduisez, que vous avez une discussion, lorsque vous êtes en train de lire et que vous arrivez à extraire le sens de ce que vous lisez. Mais si on vous demande d'extraire le sens de ce que vous lisez en même temps que le sens de ce que vous écoutez à la radio, là, ça va devenir très complexe. Et oui, parce qu'on va surcharger un petit peu cette mémoire de travail, parce qu'on nous demande à cette mémoire de travail de traiter un petit peu trop d'informations en même temps. Sylvie, je prends 30 Sylvie. Il y a beaucoup de questions. Oui, Eric, vous voulez… allez, juste 30 secondes pour répondre à Christine. Donc, les apprenants prennent des notes si PowerPoint ne sert pas plus support de cours. Attention, le PowerPoint n'a jamais été un support de cours. Le PowerPoint est un support pédagogique. Le PowerPoint est un support qui va appuyer vos propos. On ne donne pas son PowerPoint à la fin du cours. Il ne sert à rien à votre apprenant. Quand on fait un PowerPoint, c'est pour appuyer ses propos. Et en plus, je rédige un support de cours que je donne à mes apprenants après, qui reprend très souvent justement tout ce que j'ai dit, voire même beaucoup plus, parce que j'ai fait attention de ne pas tout dire, parce que j'ai pas le temps de tout dire. En tout cas, je pense que c'est une réflexion qu'on va tous avoir en tête, l'idée de se dire que si on s'appuie uniquement sur notre PowerPoint, alors à ce moment-là, à quoi sert et où est la place du formateur? Je pense que ça va nous laisser réfléchir pour quelques temps. Merci à vous deux. Je propose qu'on continue donc avec notre deuxième question qui est aussi très importante et puis très vaste. On pourrait y passer des heures. Donc, notre deuxième question, c'était comment favoriser les apprentissages. Donc, je crois que Christophe, en introduction de cette question sur les apprentissages, vous avez une petite activité à nous proposer. Oui, c'est là aussi de pouvoir donner une petite introduction tout de suite en montrant qu'est-ce que la mémoire et à quel point celle-ci peut parfois être limitée. En parlant de cette surcharge de la mémoire de travail, nous avons parlé de cet espace qui ne contiendrait qu'un certain nombre d'informations. Moi, je suis issu de la recherche et ce que j'aime bien faire, c'est des expériences. Donc forcément, on va tester ensemble combien d'éléments vous allez réussir à conserver dans cette mémoire de travail, dans cette mémoire à court terme, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter à la suite des chiffres, les uns à la suite des autres. Ce que je vous demande de faire, c'est de retenir la plus longue suite de chiffres possible. Pas seulement les 2-3 du début, pas seulement les 2-3 de la fin, mais réellement la plus longue suite de chiffres possible, parce qu'ensuite, on débriefera, notamment via le chat, et je vous demanderai après de me dire combien est-ce que vous avez réussi à retenir de chiffres. Vous pouvez utiliser la stratégie que vous voulez, si ce n'est utiliser votre papier et votre crayon pour pouvoir marquer tout ce qui va s'afficher, bien évidemment. Donc, je vous laisse faire ça. En même temps que les chiffres s'affichent, il reste à l'écran 1-2 secondes, pas plus. Et moi, je l'ai dit aussi à l'oral. On est parti. Premier chiffre. 3, 7, 4, 9, 5, 1, 8, 3, 2, 7, 5, 8, 6, 4, 7. Et la torture s'arrête. Ok, restez bien concentrés. On va les reprendre les uns après les autres. Premier chiffre, 3. Deuxième chiffre, 7. 4. 9. 5. 1. Là, ça commence à devenir difficile, très difficile. 8.
3, 2, 7, et ensuite on avait le 5, le 8, le 6, le 4 et le 7. Combien est-ce que vous avez réussi à retenir de chiffres? Je vous demande de mettre ce chiffre-là dans les commentaires. Ok, 6, 6, 7, 8, 6, 5. Ok, 8, ok. Si vous regardez bien tous ces chiffres qui défilent dans le chat, ils tournent tous à peu près autour d'un seul et même chiffre. En réalité, cette expérience, ce qu'on appelle cette tampon mnésique, ça a été étudié en long, en large et en travers pendant des décennies sur des milliers d'individus. Et en moyenne, on arrive à retenir 7 chiffres, plus ou moins 2. Ça montre bien tout de suite que pour certaines personnes, on va plus être proche des 5. Pour d'autres personnes, on va être plus proche des 9. Oui, il y a une différence chez chacun de nous, mais c'est un petit peu ça qui va être intéressant de mettre en avant, et notamment de pouvoir parler de la mémoire et de dire que ce n'est pas parce que je retiens 5 chiffres que forcément j'ai pas de mémoire, que ma mémoire est horrible. Mais pour pouvoir parler de tout ça et pour pouvoir essayer de projeter sur la formation, il faut se poser cette question, qu'est-ce que la mémoire? Comment est-ce qu'on peut définir la mémoire? Alors, je vous dirais que oui, j'ai un temps très limité pour pouvoir parler de mémoire, mais moi, la mémoire, j'ai passé presque 10 ans à étudier le fonctionnement de la mémoire. C'est quelque chose qui me passionne et continue à me passionner, qui ponctue certains des épisodes de mon podcast encore aujourd'hui. Et je pourrais vous en parler sur une formation de 3 jours sans aucun souci. Mais là, l'idée, c'est de faire court. Et lorsque je pose cette question de qu'est-ce que la mémoire, les éléments qui me reviennent souvent, c'est cette idée que c'est notre capacité à pouvoir stocker des informations. Je ne vais pas vous donner de définition de la mémoire, mais je vais vous dire que la mémoire, c'est quelque chose qui est central dans notre vie. Sans mémoire, nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne connaissons pas nos proches, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir interagir avec des mots, nous ne sommes pas capables de garder une trace des interactions que nous avons avec les gens autour de nous, nous n'avons aucune idée des expériences et des conséquences de nos expériences. La mémoire, c'est à la fois effectivement conserver des éléments de notre passé, mais pour pouvoir les utiliser à l'instant présent et anticiper les conséquences futures. La mémoire traverse le temps, la mémoire est une fonction cognitive essentielle dans notre vie. Et je vous parle de mémoire, mais est-ce qu'il est plus exact de parler de mémoire ou de parler des mémoires? Est-ce qu'il est possible de dissocier différents types de mémoire? Et oui, à cette question, il est possible de découper la mémoire, et il y a plusieurs façons de découper la mémoire. Une des façons de découper la mémoire, ça va être en fonction du temps durant lequel on va pouvoir conserver une information dans la mémoire. Et là, il y a plusieurs types de mémoire, mais je vais vous en parler de 2. La première, qui est cette mémoire à court terme, mémoire de travail. En réalité, c'est 2 choses différentes pour tout un tas de chercheurs, mais je vais un petit peu amalgamer ça parce qu'on a 10 minutes pour pouvoir parler de mémoire et qu'il va falloir aller un peu plus dans le vif du sujet. Oui, nous avons une mémoire qui nous sert à conserver des informations en nombre limité. On l'a vu avec les chiffres, environ 7 chiffres, plus ou moins 2, et on va pouvoir les conserver que pendant une durée, elle aussi limitée, quelques secondes, voire quelques minutes ou dizaines de minutes, mais alors, il va falloir faire un grand exercice de répétition pour pouvoir conserver ces informations dans cette mémoire. Et là, tout de suite, l'implication que ça a sur la pratique formative, sur la pratique lorsqu'on va être face à des individus et qu'on veut leur faire passer des éléments, c'est que cette mémoire, c'est un post-it, ce n'est pas une très longue liste illimitée sur laquelle on va pouvoir donner un nombre d'éléments qui ne va jamais s'arrêter. Si lorsque vous donnez une consigne pour mettre en activité et que cette consigne dure 10 minutes, ben, il n'est pas illogique qu'à la fin de votre explication, les personnes qui ont écouté soigneusement toute votre consigne vous demandent de répéter parce que vous avez surchargé, vous avez rempli entièrement cette mémoire, si bien que ben, c'est compliqué d'arriver à s'y retrouver. Mais heureusement, il est possible de travailler cette mémoire à court terme, cette mémoire de travail. Je vous ai fait faire un test où il fallait retenir une suite de chiffres. En moyenne, vous en avez été, il y en a beaucoup qui ont tourné autour de 10, mais pourtant dans la vie de tous les jours, nous faisons quelque chose
de 8, la moyenne, j'ai vu pas mal de 8 sortir, mais dans la vie de tous les jours, il nous arrive assez facilement de manipuler jusqu'à 10 chiffres. C'est notamment ce que nous faisons lorsque nous devons transmettre, noter ou taper un numéro de téléphone. Mais alors, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? En réalité, on adopte une stratégie. On met ces chiffres dans des boîtes. Au lieu d'essayer de retenir 10 chiffres, 10 fois un chiffre, on retient 5 fois 2 chiffres. On met ces chiffres en nombre. Et parce que l'information n'est pas traitée tout à fait de la même façon, je vais pouvoir arriver à manipuler les choses, à les garder de manière plus importante, à garder peut-être plus d'informations que cette limite de 7 chiffres. Cette limite de 7 est absolument pas universelle, peu importe ce que l'on a à manipuler, peu importe ce que l'on a à retenir, si ce sont des chiffres, si ce sont des mots, en fonction de la stratégie que je vais adopter. Si, au lieu de retenir les chiffres les uns à la suite des autres, vous avez essayé d'associer des paires, des nombres, et que vous avez essayé d'associer ces nombres à des départements, ben là, si vous avez l'habitude d'adopter cette stratégie, vous auriez pu exploser les résultats. Et donc, c'est intéressant parce que dans le chat, j'ai vu un 10 et ça pourrait être intéressant de savoir comment cette personne a réussi à faire pour avoir le 10. Oui, il est possible de travailler sa mémoire. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement figé. La manière dont on va travailler, traiter ces informations en mémoire à court terme va aussi conditionner la quantité d'informations que l'on va pouvoir conserver, mais aussi va aussi conditionner les informations qui vont pouvoir passer de cette mémoire à court terme à la mémoire, celle qu'on va avoir tendance à appeler la mémoire à long terme, celle dans laquelle on va pouvoir conserver, et heureusement plus que cette information, cette mémoire que l'on va pouvoir conserver des heures, des mois, des jours, des années, voire toute une vie. Et dans cette mémoire à long terme, il est aussi possible de la découper. Je vais vous parler de deux grands sous-types de mémoire à long terme. On a d'un côté ce qu'on appelle la mémoire implicite, la mémoire des choses dont on ne peut pas parler. Alors, je lève toute ambiguïté. Il ne s'agit pas là de mémoire liée aux émotions, de mémoire liée à un sentiment, à de l'intuition. Non, ce sont en réalité, par exemple, dans les types de mémoire implicites, des choses dont on ne peut pas parler, des mémoires non déclaratives, on va avoir ce qu'on appelle la mémoire procédurale, la mémoire des habiletés motrices, savoir conduire sa voiture, savoir faire du vélo. Dans les faits, oui, je peux venir parler de comment est-ce que je fais pour conduire, de comment est-ce que je fais pour pouvoir pédaler sur mon vélo, mais si vous le faites au moment où vous êtes en train de le faire, il n'y a pas 36 solutions. Il y a un moment donné, vous risquez de vous prendre l'arbre, le poteau, le trottoir, le chien, enfin, peu importe, mais il y a un moment donné où ça va créer un certain accident. Parce que justement, vous avez appris à associer un certain nombre d'éléments les uns à la suite des autres, si bien que c'est devenu automatique. Étant devenu automatique, il est très difficile de pouvoir en parler. Ça, c'est une mémoire qui est très intéressante, mais qui ne nous intéresse pas tellement lorsqu'on parle de formation, bien que dans l'apprentissage de certains gestes professionnels, cette mémoire motrice est extrêmement intéressante. De l'autre côté, on va aussi avoir la mémoire explicite, la mémoire déclarative, la mémoire des choses dont on peut parler. Et dans cette mémoire explicite, celle qui nous intéresse peut-être un petit peu plus en tant que formateur, on a deux autres sous-classes de mémoire. D'un côté, on va avoir la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes de notre vie. Cette mémoire qui est unique pour chacun de nous puisqu'elle contient les épisodes de notre vie. Elle contient notre vie. Et à côté de cette mémoire déclarative épisodique, on a aussi notre mémoire déclarative. On a ce qu'on appelle la mémoire sémantique, la mémoire des sens. Alors, lorsque je dis sens, c'est pas Louis l'a vu, le toucher, l'odorat, non, c'est des significations. En gros, si je caricature un petit peu, la mémoire sémantique, c'est la mémoire de la culture générale. C'est dans cette mémoire que vous allez stocker tout ce que classiquement vous avez appris comme connaissance, comme savoir. Et c'est dans cette mémoire que vous allez puiser lorsque on vous demande de résoudre certains problèmes. Lorsque là, vous êtes en train de m'écouter, pour pouvoir m'écouter, vous utilisez certes votre mémoire à court terme pour pouvoir garder les informations, garder tous les mots que je suis en train d'utiliser, mais vous utilisez aussi votre mémoire sémantique pour aller piocher dans cette mémoire le sens des mots que je suis en train d'utiliser pour que, à la fin de ma phrase, on soit à peu près d'accord, vous et moi, sur l'idée que j'ai voulu faire passer. Et c'est notamment cette mémoire, la mémoire à long terme sémantique, qui va être mis en jeu lorsqu'il va être question d'apprentissage. Ce qui peut être très intéressant, je vais ouvrir une mini parenthèse,
c'est se demander comment est-ce qu'on en est venu à découper la mémoire de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'on a ces types de mémoire-là? Est-ce que c'est la lubie d'un chercheur qui un jour s'est réveillé en disant « Ah ben sur le papier, ça fait bien, on va découper la mémoire ainsi ». Non, en réalité, grâce notamment à l'approche expérimentale, grâce à l'imagerie cérébrale, grâce à des études de cas, on a pu voir que ces différents types de mémoire étaient localisés dans des régions particulières, correspondaient à des fonctionnements bien spécifiques. Et si je caricature un petit peu, là, je vous ai brossé les grandes mémoires, mais pour certains chercheurs, on pourrait aller beaucoup plus loin et découper la mémoire de manière encore plus spécifique. Donc la mémoire, c'est tout ça, la mémoire, c'est complexe. Mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de mémoire, mais quelque chose qui est essentiel pour vous, c'est le souvenir. Et le souvenir, on n'en a pas encore parlé. Je vais prendre quelques minutes, mais toutes courtes minutes pour vous parler un petit peu de ce qu'est le souvenir et à quoi ressemble le souvenir dans le cerveau. Si je vous donne une image de ce à quoi ressemble le souvenir dans le cerveau, je vous dirais que ça ressemble à ça. Alors, ne le prenez pas pour vous, ce n'est pas juste parce que j'interviens pour le Grèce-Bretagne que je mets une carte routière de la Bretagne, c'est parce que c'est une zone géographique française qui est assez facilement reconnaissable. Et il faut avouer que quand dans l'auditoire on a des Bretons, ils saluent assez souvent le clin d'œil. Mais là, pour vous dire que effectivement, si chaque ville dans le cerveau pourrait correspondre à un neurone. Et le souvenir, s'il y a quelque chose que je dois vous dire et qui doit peut-être vous rester, un souvenir n'est pas hébergé dans un seul neurone. Un souvenir, en réalité, est hébergé dans la connexion, dans le réseau particulier qu'il va avoir avec d'autres neurones. Ainsi, par exemple, de Brest jusqu'à Quimper, ce réseau routier pourrait héberger un souvenir. Et restons dans les clichés, ça pourrait être le souvenir de la recette du kouign-amann. Alors que de Brest jusqu'à Rennes, cet autre réseau routier, on pourrait avoir un autre souvenir qui serait la recette du phare breton. Tout ça pour vous dire que le souvenir n'est pas localisé dans un seul neurone. Il est hébergé dans un réseau de neurones. Et plus que ça, un seul neurone peut participer à plusieurs souvenirs. Tout dépend du réseau avec lequel il va être en communication. Le souvenir, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui se forme. Lorsque je vois une information pour la première fois, je crée en réalité des ponts, je crée en réalité des connexions, je crée des chemins. Et ces chemins, ce n'est pas seulement une image, c'est au niveau cérébral des connexions qui vont s'établir entre certains neurones dans le cerveau. Et lorsque je vous dis que ce souvenir est vivant, si cette nouvelle information, si ce nouveau concept, je ne le revois pas, un petit peu comme dans la forêt, la nature va reprendre ses droits et cette toute nouvelle connexion fragile que j'ai établie va finir par disparaître, va finir par ne plus exister. À l'inverse, si cette information est répétée, et consolidée, et vue par de multiples canaux sensoriels, et vue de différentes façons, ce petit chemin que j'ai créé va devenir une grande autoroute de communication entre les cellules. C'est ça le souvenir, c'est tout ça, c'est vivant. Mais lorsqu'on parle de souvenir, il y a son pendant. Lorsqu'on parle de mémoire, il y a son inverse. On oppose toujours mémoire et oubli. Mais en réalité, l'oubli est quelque chose d'essentiel et quelque chose de fondamental dans le fonctionnement du cerveau. Parce que sans oubli, en réalité, je vais enregistrer toutes les informations, tout ce bruit. Alors qu'avec l'oubli, je vais aller sélectionner, éliminer les informations qui sont peut-être moins pertinentes, qui sont moins utilisées, et cet oubli va permettre de mettre en lumière des informations. L'oubli est un élément, est un fonctionnement essentiel du cerveau et de la mémoire. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'oubli n'est pas une fonction qui est passive. Ce n'est pas seulement parce que je vais arrêter de voir une information qu'elle va disparaître. Non, au niveau du cerveau, effectivement, parce que je vais arrêter de voir une information, elle peut disparaître. Mais pour le cerveau, c'est débloquer énormément de ressources pour pouvoir aller détruire ces connexions. Ce n'est pas passivement que ces connexions disparaissent. Le cerveau est peut-être l'un des organes les plus écologiques de notre organisme. À lui seul, ce tout petit organe qui mesure à peu près, qui correspond à 2% du poids du corps, consomme à lui seul près de 20% des ressources énergétiques. Autant dire qu'il doit optimiser ses ressources et justement, plutôt que de maintenir des réseaux de neurones qui ne sont pas opérationnels dans le sens où ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas pertinents, tout du moins du point de vue du cerveau, le cerveau va consommer des ressources pour éliminer ces informations. Donc,
comment dire à notre cerveau que cette information est importante? Ben, ça va être classiquement par la répétition. C'est ce qu'on a tous fait lorsqu'on voulait apprendre une poésie, mais c'est aussi être prévoyant, prévoir l'avenir, se dire que le cerveau, pour qu'on consolide une information, ça passe par tout un tas d'éléments. Ça passe par le fait que je vais revoir l'information, mais aussi parce que je vais la revoir de manière différente. Et donc, cette idée selon laquelle on aurait un style d'apprentissage, un style de mémoire, un style d'attention qui serait propre à chacun de nous et qui ferait que si on arrive à identifier ce style d'apprentissage, ce canal sensoriel qui serait privilégié pour nous, on arriverait à apprendre de la meilleure des façons possibles. Ben, en réalité, déjà, au niveau scientifique, c'est totalement non avéré. On a tout un tas d'études qui montrent que ça ne fonctionne pas en réalité. Et en plus de ça, il ne faut pas se focaliser sur une seule dimension sensorielle. Bien au contraire, il faut essayer de maximiser tous ces sens pour essayer de renforcer au maximum notre mémorisation, pour essayer de consolider ce souvenir, de consolider ce savoir. Parce que dans le cerveau, il existe une capacité extraordinaire qui s'appelle la plasticité cérébrale. Cette capacité qui fait que peu importe qui nous sommes, peu importe quel est notre passé, tout au long de notre vie, notre cerveau est capable de se modifier. Et la mémoire, c'est le fonctionnement même du cerveau. Pouvoir garder la trace des interactions entre les neurones, consolider certaines connexions plutôt que d'autres, mais c'est déjà la mémoire, c'est déjà ça, la manière dont fonctionne le cerveau. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mémoire, il n'y a qu'un outil, la mémoire, ou une fonction cérébrale que l'on utilise peut-être plus ou moins bien. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter pour passer la parole à Eric. Moi, je vais juste rajouter quelque chose parce que je ne vais pas plagier ce qu'a dit Christophe. En plus, il le dit beaucoup mieux que moi. Moi, si j'ai un mot à passer sur la consolidation mnésique, alors déjà, ça répond aux 40% restants, hein, puisque je crois qu'il y avait encore des questions là-dessus. Donc, les 40% restants, c'est bien la consolidation. Donc, il va falloir que nous, en tant que formateurs, nous passions du temps aussi avec nos apprenants. Quand nous sommes en face-à-face pédagogique, et c'est souvent quelque chose qu'on ne fait pas parce qu'on va passer beaucoup de temps à apporter de la connaissance, apporter du savoir, et on a le sentiment que, en plus, un formateur, par définition, c'est quelqu'un qui a envie de donner, c'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir, c'est quelqu'un, en plus, ça c'est le défaut des formateurs anciens, c'est qu'ils oublient qu'ils ont mis 20 ans pour apprendre quelque chose, ils voudraient le passer en 5 jours. Et donc, on n'a jamais assez de temps pour tout dire. Donc, une règle, moins mais mieux. Je vous invite tous, formateurs, à prendre du temps pour commencer la consolidation quand vous êtes en face-à-face pédagogique avec vos apprenants. Justement, comme le disait Christophe, en répétant les choses sous d'autres angles, en sollicitant d'autres canaux mnésiques que justement ceux que l'on utilise la plupart du temps. En tout cas, ce sur quoi je voudrais intervenir, c'est que comprendre n'est pas apprendre. Et ça, je pense que c'est important et c'est notre devoir en tant que formateur de le dire à nos apprenants. Combien de fois nos apprenants, quand ils sortent de nos cours, ils disent « Ah, c'est super, j'ai tout compris ». Et donc, pour eux, derrière, c'est « j'ai tout compris, donc je sais ». Mais non, parce que la compréhension, c'est ma mémoire de travail, c'est ma mémoire à court terme qui m'a permis de résoudre, de raisonner, de comprendre, mais qui n'est pas une mémoire de stockage. Cette mémoire, ce que j'ai compris, ce n'est stocké qu'à très court terme dans mes mémoires de travail. Donc, il va falloir… Et c'est en ça que mais du coup, comprendre, le fait de comprendre, ça quand même, ça facilite la mémoire. C'est indispensable. Ou pas? Si, bien sûr. Bien sûr, il va falloir comprendre, mais ce n'est pas suffisant. La compréhension va faciliter l'apprentissage. Alors, pour faire court, quand on me demande d'expliquer ce qu'est l'apprentissage, je dessine une pyramide. Sur la base, je mets déjà avant même de comprendre, il faut savoir. Ce qu'on appelle les prérequis. Ce qu'il y a justement dans la mémoire sémantique tout à l'heure, Christophe en parlait. Ce qu'il nous a expliqué, s'il nous avait parlé chinois, s'il n'avait pas employé des mots simples, on n'aurait pas compris parce qu'on n'avait pas le savoir au départ. D'accord? Donc, apprendre, c'est savoir. Pour ensuite comprendre. Pour ensuite consolider.
Et la dernière pointe de mon triangle, et là où nous pêchons tous, c'est transférer. Transférer ce que j'ai compris et après le transférer sur mon poste de travail, parce que là, nous sommes sur la formation pour adultes pour la plupart. Combien de fois j'envoie le collaborateur en formation, il revient sur son poste de travail, je suis la N+1, je lui dis « Comment ça s'est passé la semaine dernière ta formation ?»« Ouais, très bien. » Et ça en reste là. 3 mois après, je lui dis « Dis donc, fais telle en formation, bah tiens, tu vas nous faire ça. » Sauf que c'est normal. L'oubli est naturel et incessant, mon collaborateur, il a oublié. Parce que si j'ai pas pris soin de faire en sorte que mon collaborateur transfère ce qu'il a appris la semaine dernière dans sa formation, qui justement, ce transfert va permettre de consolider ce qu'il a compris, parce que je suis un bon formateur, j'ai commencé à l'aider à consolider, si c'est pas transféré sur le champ, l'oubli fait son travail. D'accord? Alors, comment consolider? La consolidation se joue sur le temps long. Le rôle du temps est notamment sur des reprises expansées. Alors, rapprocher dans un premier temps, c'est-à-dire répéter, hein, Christophe le disait, on a tous répété pour apprendre nos récitations, mais ça suffit pas. Il va falloir ensuite, si je veux consolider dans le temps, il va falloir aussi qu'il y ait des répétitions espacées dans le temps. Hein. Alors bon, il y a des règles que j'aurais pas le temps d'exposer là. Alors quelques outils, hein, quelques outils. Je préconise toujours, on a tous été de bons élèves, on a tous fait des fiches de révision, vous le savez, la fiche Bristol sur laquelle je reprends mes cours de la journée et j'écris en patte de mouche sur ma fiche Bristol mon cours. Et après, je prends ma fiche, je la lis, je ferme les yeux, j'essaye de répéter. Qu'est-ce que je fais là? Je consolide pas. Parce que quand je lis ma fiche, encore une chose que je comprends, donc en plus je me donne l'illusion de savoir, encore une chose que je comprends ce que j'ai écrit sur ma fiche Bristol, je ferme les yeux et puis j'essaye de répéter. Ah oui, mais c'est ma mémoire de travail qui travaille à ce moment-là, rien d'autre. Hein. Donc, pour consolider, l'idée, une fois de plus, c'est de s'interroger. Parce qu'en m'interrogeant, je vais faire appel à mes débuts de liens mnésiques, notamment de consolidation, qui sont dans ma mémoire sémantique. Donc, je vais aller m'interroger. Bien évidemment, je ne vais pas avoir toutes les bonnes réponses. Mais c'est pas grave. C'est parce que je sais que ce que je ne sais pas que je vais ensuite pouvoir faire effort sur ce que je ne sais pas. Si je m'interroge pas, je ne saurai jamais ce que je sais. Alors, quand je dis s'interroger, c'est pas s'interroger forcément sur de la connaissance. C'est aussi s'interroger en faisant de la pratique. Hein, c'est en allant sur, je le répète, sur le poste de travail. Donc, d'autres outils, hein, la carte mentale, le mind mapping, c'est un excellent outil de mémorisation. D'autant plus que, souvenez-vous, je disais tout à l'heure que des mots essentiels, des images liées à des mots-clés, et pour le coup, j'ai une image d'un concept à travers les cartes mentales. Le sketchnoting aussi est un excellent outil. Puis on pourra en parler d'autres, hein, d'Anki, hein, voilà, enfin, il y a plein d'outils. On n'a pas le temps. J'ai envie de dire que parce que ce que je préconise, hein, aux formateurs que je forme, c'est moins mais mieux. Voilà. Essayons d'en dire moins. Je le répète, on a envie de tout dire. Je préfère dire que 80% de ce que j'ai envie de dire et qu'ils en retiennent 70%, que de dire 100% et de savoir que de toute façon, eh bien, leur mémoire de travail à chanter n'a pas pu tout traiter et qu'ils n'en retiennent que 30%. D'accord? Et puis enfin, une chose dont on n'a pas parlé non plus, Christophe, mais qui est fondamentale sur la consolidation, c'est le sommeil. Sans sommeil, pas de consolidation. Voilà. Bon, mais là aussi, on pourra en parler 3 jours, hein, rien que sur le sommeil. Mais aussi, dites à vos apprenants qu'il faut dormir, parce que c'est pas dans le sommeil que votre cerveau va consolider ce que vous avez appris dans la journée. Voilà, je m'arrête là parce qu'il y a des questions. Merci Eric. Donc effectivement, moins mais mieux, bien dormir, mettre en posture, mettre les apprenants en posture active, les questionner. Ok, c'est les messages principaux qu'on a bien entendus. Du coup, je veux quand même prendre peut-être 2 questions pour laisser la parole aussi aux participants. Il y a eu quand même beaucoup de messages. Je ne sais pas, Stephen, si tu as pu regarder peut-être 1 ou 2 questions. Alors, une question, malheureusement un petit peu d'actualité, mais si on revient sur l'apprentissage, l'enseignement à distance,
Est-ce que c'est spécifique? Est-ce que c'est par rapport à ces questions de consolidation, de messages à faire passer, c'est aussi différent? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, le fait qu'il y ait du distanciel, ça modifie les choses, ça complexifie un petit peu les choses dans le sens où, contrairement je dirais, ce qui manque déjà, c'est cet impératif, ces règles sociales qu'on s'édicte un petit peu tous. Lorsqu'on est face à un formateur dans une salle, on a un petit peu cette obligation sociale, ce contrat social qui est de dire, je suis là pour la formation, donc j'y assiste, même si c'est jamais forcément toujours bien respecté, mais lorsque ce contrat social s'efface parce que vous faites une formation et que dans cette formation, la caméra n'est pas allumée, c'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi parce que au niveau attentionnel, c'est beaucoup plus fastidieux. On ne peut pas imaginer transposer une formation qui durait toute une journée et la transposer comme si de rien n'était en distanciel. Forcément, il va falloir faire de l'adaptation. Parce que sans cette adaptation, il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en jeu. Et on parlait de sommeil, mais oui, la fatigue, tout un tas de fatigues liées à l'utilisation de l'écran, à cette attention qui est soutenue, bien plus peut-être qu'habituellement, parce qu'on est à distance. C'est quelque chose qui rentre en ligne de compte. Et je repasse la parole à Eric. J'invite vraiment tous les participants, qu'ils soient formateurs, qu'ils soient ingénieurs de formation, qu'ils soient responsables de formation, formez-vous un minima sur les connaissances du fonctionnement du cerveau de l'apprenant. Ça sert au formateur, bien évidemment, qui est en face-à-face pédagogique. Ça va servir un ingénieur pédagogique spécialisé dans la conception d'enseignement à distance, mais ça sert aussi dans la conception de parcours de formation. Quand on comprend mieux comment fonctionne le cerveau de l'apprenant, eh bien on va, dans le parcours de formation qu'on va construire, et là c'est pas toujours le formateur qui va le construire en plus, hein, c'est plutôt l'ingénieur de formation. S'il commence à se dire « Ah oui, mais il ne faut pas que j'oublie le fait effectivement qu'il va falloir travailler sur la consolidation. On va faire moins mais mieux, ou on va mettre en place d'autres postures pédagogiques. » Vous verrez, vous en tirerez des bénéfices. Voilà. Merci. En fait, ce que je voulais juste redire, c'est qu'effectivement, par rapport à ce format de webconférence, on est sur 1h30, donc on est vraiment plus sur des actions, on va dire, de sensibilisation. L'objectif, c'est de vous inciter et de vous donner envie. Donc, on espère qu'on atteint ces objectifs-là, mais effectivement, après, la suite est entre vos mains pour effectivement aller chercher de l'information, vous former, écouter les podcasts de Christophe Rodeau, La tête dans le cerveau, si vous voulez en savoir plus également. Écoutez, je vous remercie. Je peux juste… Oui, Christophe. Vous me permettez, juste, effectivement, la formation, c'est un élément qui est central, mais je dirais que ne vous arrêtez jamais à une seule personne, à un seul son de cloche. Aujourd'hui, on vous a donné tout un tas de pistes qui peuvent être intéressantes pour vous en emparer parce que ça semble aller dans le sens du fonctionnement du cerveau. Vous allez vous former, mais lorsque vous allez vous former, ne vous arrêtez pas qu'à un seul auteur qui vend bien des livres. Ne vous arrêtez pas à une méthode qui semble bien fonctionner. J'ai bien entendu les chiffres qu'a donné Eric parce que c'est des chiffres qu'il utilise lui et c'est ce qui semble de manière empirique fonctionner. Mais la méthode ultime qui fonctionne à coup sûr pour tout le monde, il y a deux solutions. Soit elle existe et je suis la seule à connaître ou je la vends très cher, soit c'est plus l'autre qui est la réalité, elle n'existe pas. En réalité, il y a autant de cerveaux différents que ce qu'il y a de personnes. Et donc, cette méthode qui marcherait à coup sûr pour tout le monde, qui fonctionnerait en suivant une ligne bien précise et qui donnerait 100% de rentabilité, ça n'existe pas. C'est du test, c'est d'essayer de piocher ici et là et surtout, si c'est possible, de s'appuyer sur des éléments étayés scientifiquement. Mais c'est testé, parce que la méthode ultime, qui marche pour tout le monde, n'existe pas. Merci pour ces propos de conclusion. Je vous incite, je vous remercie déjà vraiment vivement, Christophe et Eric, c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Franchement, c'était vraiment passionnant, très intéressant. Merci beaucoup. J'espère effectivement qu'on aura suscité l'envie d'en savoir plus chez les participants.
Vous trouverez dans quelques jours donc les éléments de cette conférence donc sur le site du Greffe dans la rubrique animation. Et puis, on vous réserve des petites surprises. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir. En fait, on a prévu de faire des infographies, alors 1 ou 2 infographies, ne soyons pas trop ambitieux, mais comme celle-ci, de manière à ce que voilà, vous puissiez reprendre les éléments de manière assez synthétique. Voilà, donc je ressolliciterai effectivement nos deux intervenants par rapport à ces infographies. Voilà, je remercie également Tiffaine, ma collègue, de nous avoir appuyés pour ce webinaire. Merci à tous et merci de votre attention et puis à bientôt.